Donc on continue et on s'intéresse maintenant aux équations de continuité. Alors les équations de continuité, c'est ce qui va nous permettre de mettre en relation tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc les concentrations, les courants, les déplacements et les générations recombinaisons, on va essayer de les mettre en relation. Donc on va tout d'abord dériver les équations totales de variation des porteurs dans un semi-conducteur. Et ensuite, on va calculer le temps de diffusion et les longueurs de diffusion. Et on verra à quoi ça rime tout ça. Donc on commence par les équations de continuité et on considère un élément de volume de section S et de longueur dx. Alors oui, on aurait pu prendre dx, dy, dz, comme ça en intégrant, on pourrait intégrer sur l'espace tout entier. Mais il faut savoir que pour la majorité des semi-conducteurs, en tout cas les semi-conducteurs qu'on vise dans ce cours, c'est-à-dire la jonction PN et le transistor bipolaire PNP ou NPN, il y a toujours une direction qui est privilégiée, une direction de déplacement, là où il y aura le passage de courant. Alors ce n'est pas vrai pour les MOSFET et les JFET et d'autres types de transistors, par exemple, ou de TRIAC ou d'autres composants semi-conducteurs. Mais on ne s'intéressera pas à ces cas pour ce cours. Donc on se contentera d'étudier les choses suivant une direction. Donc on prend une section constante et on prendra la variation suivante dx. C'est une façon de simplifier des équations qui sont déjà assez compliquées. Bien, donc pour cet élément de volume, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un certain nombre d'électrons et de trous à l'intérieur. Donc considérons par exemple l'électron. Et on fera la même chose pour les trous. Donc, il y a un certain nombre d'électrons à l'intérieur et il y a un courant d'électrons qui traverse ce volume. Donc, ce courant d'électrons, c'est un flux, c'est-à-dire il y a une arrivée d'électrons vers ce volume et il y a un départ d'électrons à partir de ce volume. Donc, au niveau de la surface ici, au niveau de X, on a une arrivée d'une certaine quantité d'électrons et on a au niveau X plus dx un certain départ d'électrons. Donc ça, c'est le phénomène de déplacement. Puis, à l'intérieur de cet élément, puisque c'est un semi-conducteur, il y a le phénomène de génération et de recombinaison qui se passe à l'intérieur. Donc, ce qui se passe, c'est que au sein de ce volume, il y a une génération d'un certain nombre qui est égal à G multiplié par le volume. Génération de paires. Et dans la génération de paires, ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est la génération d'électrons. Si on était en train d'étudier les trous, on s'intéressera à la génération des trous. Donc, pour toute paire générée, il y a un électron généré. Et bien sûr, il y a la disparition de certains électrons par effet de recombinaison et c'est égal à R S dx, R multiplié par le volume. Parce que R et J sont des concentrations. Donc, si on veut comprendre la variation de la concentration des électrons dans ce volume, alors le N c'est une concentration, donc si on veut le nombre, on multiplie par le volume. Donc la variation du nombre d'électrons en fonction du temps, elle est égale au flux, donc S multiplié par la densité de courant, la surface multipliée par la densité de courant au niveau de X, moins, donc ça c'est ce qui arrive, moins S dx, S multiplié par le courant, la densité de courant au niveau X plus dx, donc ça c'est ce qui s'en va. Bien sûr, moins mu n multiplié par le volume. Alors mu n c'est R moins G. Donc il y a un signe moins ici. Pourquoi? Parce que le mu n c'est la recombinaison. Et la recombinaison c'est la disparition. Donc on a ce qui arrive, moins ce qui part, moins le temps net de disparition, le temps net de recombinaison. Donc c'est en quelque sorte la logique de cette équation de continuité. Alors de même pour dt, on a dt sur dt multiplié par le volume, il est égal à la variation dans le flux des porteurs plus moins le temps net de recombinaison des trous. Donc, comme j'ai dit, pour simplifier, on a toujours une direction privilégiée. On va enlever tout ce qui est S dx et on va se retrouver avec un
un certain dn sur dt qui est égal à 1 sur qn. Alors ici, on a qn, jn de x moins jn de x plus dx sur dx moins un, et on va considérer que ça, c'est la dérivée de la densité du courant moins un. Donc, de même pour le trou dp sur dt, il est égal à moins 1 sur qp, la dérivée de la densité de courant moins up. Donc, on connaît le courant des électrons et le courant des trous qui sont égaux à un courant de conduction et un courant de diffusion. On peut injecter ça à l'intérieur. Donc, c'est à moins 1 sur Qn. D de tout ça, donc ça, c'est le Jn. Ici, on est en train d'étudier le Dn sur dt moins Un. Et bien sûr, ici, on a la dérivée de n multiplié par le champ. Alors, le n est une fonction de x, parce qu'il y aura variation de la concentration suivant l'axe x. Et le champ peut aussi également être variant par rapport à x. Donc, on aura un e de x, donc le champ, multiplié par la dérivée de la densité, plus u de n, la concentration multipliée par la dérivée du champ. Plus, donc ici on aura un moins qui va rentrer, qui va éliminer un autre moins ici, plus dn, donc dn c'est le terme de la diffusion, la dérivée seconde de la concentration sur ddx carré, moins un. Donc, vous voyez bien que c'est une équation assez compliquée, donc c'est une équation différentielle avec deux variables, donc t et x, et ça va être difficile à étudier. Donc, on va commencer par les simplifications. Donc, première simplification, on va prendre un cas très simple. On va supposer qu'il y a absence de champ et qu'il y a absence de mouvement. Alors, quand je dis absence de champ et absence de mouvement, ça veut dire que le E ici est égal à 0, sa dérivée serait nulle et il n'y aurait pas de mouvement. Donc, on aura dn sur dt qui est égal à moins un, c'est-à-dire un semi-conducteur où il n'y aura que la génération recombinaison. Alors, dans ce cas, on peut considérer que dn sur dt est égal à ce terme-là. Donc ici, j'ai pris le cas des pièges efficaces, donc c'est juste à titre d'exemple. On aurait pu prendre l'autre exemple, c'est juste qu'il y aura le NT qu'il faut gérer. Donc pour simplifier, je prends le cas des pièges efficaces. Donc dans un semi-conducteur, donc pour réaliser ces conditions d'expérience, c'est-à-dire en absence de champ et en absence de mouvement, on va injecter une faible quantité de porteurs minoritaires. Alors, pourquoi on injecte des porteurs minoritaires? Alors, si on injecte des porteurs majoritaires, c'est-à-dire on est dans un semi-conducteur N et on injecte des électrons, qu'est-ce qui se passe? Les électrons sont en abondance. Donc déjà dans un semi-conducteur type N, il y a beaucoup d'électrons. Ce sont les porteurs majoritaires. Donc si on injecte encore plus d'électrons, on ne trouvera pas suffisamment de trous pour que les mécanismes de recombinaison puissent agir. Il y a très peu de trous. Ce sont les porteurs minoritaires. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces électrons qu'on va injecter vont se déplacer dans le semi-conducteur et donc on aura un mouvement. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut étudier, donc parce qu'on veut se placer dans le cas où il y a absence de mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter une faible quantité de porteurs minoritaires. Alors, si je suis dans un semi-conducteur de type N, il y a beaucoup d'électrons et j'injecte une petite quantité de trous. Il y a tellement d'électrons que ils peuvent trouver des paires pour les recombiner très rapidement. Et ce très rapidement, il a justement un sens. Donc, ici, on va ajouter un P chapeau et le N chapeau serait égal à 0. Donc, si N chapeau est égal à 0, donc le N, il est égal à N0. Donc, je rappelle que N est égal à N0 plus N chapeau et P est égal à P0 plus P chapeau. Donc, le N serait égal à N0. Et je rappelle ici que le N0, c'est très grand par rapport à Ni, la concentration intrinsèque, parce qu'on est dans un semi-conducteur dopé. Et le Ni est très grand devant le P0. Donc, bien sûr, encore une fois, parce qu'on est dans un semi-conducteur dopé. Alors, en ce qui concerne le P, on a le dP sur dt. Donc, ici, on est en train d'étudier ça, le dP sur dt. Il est égal à dP chapeau plus P0 sur dt, parce que le P, c'est un P0 plus P chapeau.
Or, P0 est une constante, c'est une valeur qui ne dépend que de la température et ne dépend pas du temps. Donc, le d de P sur dt, c'est un d de P chapeau sur dt. Donc, autre chose, pour le N0, P0, donc ici, on est en train de voir cette équation. Pour le N0, P chapeau, plus P0, N chapeau, le N chapeau est égal à 0, donc il est égal à N0, P chapeau. Maintenant, pour ce qu'il y a en bas, donc on a le N plus P plus 2NI carré. Le N, c'est N0, tout simplement. Le P, c'est P0 plus P chapeau, plus 2NI carré. Alors, on peut facilement déduire que ça, c'est égal à N0. Alors, pour simplifier ça, il suffit de dire que P0 est très faible. On injecte une faible quantité de porteurs. Donc, en P0, on dit qu'il est presque nul. Et on a tout ça, c'est égal à racine de N0 plus racine de P0, le tout au carré. Et bien sûr, là, on peut négliger la racine de N0 devant la racine de P0, ce qui nous fait la racine de N0 au carré, c'est égal à N0. Donc, c'est une simplification assez légitime. Donc, on se retrouve avec U de P qui est égal à moins 1 sur tau P. Ici, on garde N0, P0, et en bas, on gardera N0. Donc, on ne gardera plus finalement que de P chapeau. Donc, le d de P sur dt est égal à moins 1 sur tau P, tout P chapeau. Donc, de même, on peut faire la même chose en injectant une faible quantité d'électrons dans un semi-conducteur de type P. Donc, on aura N chapeau, et on aura P chapeau qui est égal à 0. Et dans ce cas, on peut démontrer de la même façon que d de N chapeau sur dt est égal à moins 1 sur tau N chapeau. Donc, ça, c'est une équation différentielle qu'on peut résoudre facilement. Donc, dans un semi-conducteur de type N, on a le P qui est égal à le P chapeau qui est égal à P chapeau à l'instant T0, le P chapeau à l'instant T0, exponentielle moins T sur tau P. Alors, le P0 à T, le P chapeau à T est égal à 0, on va le noter P0 chapeau. Donc, ici, on arrive à voir le sens de tau P et de tau N. C'est-à-dire que si à l'instant T est égal à 0, j'injecte une quantité P0 chapeau dans un semi-conducteur. Cette quantité va disparaître de façon exponentielle en fonction du temps. Et le temps moyen, dans ce cas, la moyenne, la durée de vie moyenne de ces trous excédentaires, elle est égale à tau P. La même chose pour les électrons. Donc, si j'injecte dans un semi-conducteur de type P une quantité N chapeau, N0 chapeau d'électrons, donc je suis dans un semi-conducteur de type P et je rajoute des électrons. Ces électrons, ils vont disparaître de façon exponentielle après, avec une constante de temps qui est tau N. Donc ici, on arrive à voir cet effet de durée de vie. Ces électrons excédentaires, ils vont vivre en moyenne tau N avant de disparaître par effet de génération-recombinaison. Parce que l'effet qui est ici, c'est la génération-recombinaison. Ces électrons que je vais injecter, ils vont disparaître par recombinaison. Bien, on passe maintenant à une deuxième approximation. On reste toujours en absence de champ électrique, mais on va essayer d'étudier le régime permanent. Donc, pour le régime permanent, il y aura un déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire régime permanent? Ça veut dire que je ne vais pas étudier juste l'instant, le premier instant où j'injecte des électrons et ils vont disparaître. Ça, c'est ce qu'on vient de voir ici. Donc, quand j'injecte des électrons dans un type P, ils vont disparaître après quelques instants. Ce que je vais étudier maintenant, c'est si je continue à injecter. Je n'injecte pas à T0, je vais injecter de façon continue. Au début, il y aura des mouvements, il y aura des fluctuations et tout ça, mais je veux étudier le régime permanent. Donc, dans ce cas, il y aura des placements.
Donc, si je continue à injecter, il y aura déplacement et donc je garde le d de p d carré, d secondes carré sur d de x, d secondes p sur d de x carré. Et je me retrouve avec cette équation d de p sur d de p, d secondes p sur d de x carré, moins 1 sur taux. Je garde la même forme de UP pour avoir de la similitude dans mon analyse. Et je sais qu'en régime permanent, il y aura plus de fluctuations temporelles. Donc, en régime transitoire, il y aura des variations, mais en régime permanent, c'est-à-dire lorsque le régime sera stable, il n'y aura plus de variations dans le temps. C'est-à-dire que je vais me placer après plusieurs taux P et taux N. C'est-à-dire que je sais que pour le début, lorsque je vais injecter, je vais avoir ce phénomène ici. Donc, à l'instant T0, quand je vais injecter, je vais avoir ce phénomène. Mais après plusieurs taux, l'effet du temps va disparaître. Et je vois bien qu'il y aura une atténuation du phénomène jusqu'à disparition. Donc, maintenant, après plusieurs taux, on n'a plus de phénomène de génération-recombinaison. Le phénomène qui sera dominant sera la diffusion. Donc, si on essaie de voir ça de façon à l'imaginer, quand je vais injecter des électrons, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des trous qui seront majoritaires et qui vont essayer de venir les recombiner instantanément, avec une rapidité. Une fois que ce sera fait, si moi je continue à injecter, ces électrons ne vont plus être recombinés, mais ils vont se déplacer pour aller trouver d'autres trous pour pouvoir les recombiner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter à une surface du semi-conducteur, à une certaine surface du semi-conducteur, mais on va continuer à injecter de façon continue, sans arrêt. Donc, dans ce cas, on aura le d de p sur dt qui sera nul, et donc le d de p sur dt, c'est cette équation. Alors ici, on sait que donc on peut refaire les mêmes calculs, les mêmes approximations. On gardera p chapeau sur taux p. Et pour le d seconde d de x carré de p, c'est n'est autre que le d seconde de p chapeau sur d de x carré. Donc c'est le p, c'est p0 plus p chapeau, et le p0 il est constant, donc on ne garde que le p chapeau. Et ça, c'est une équation différentielle du deuxième degré. Alors, la solution, elle est simple. Alors, il suffit de ramener le d de p en bas. Donc, on va ramener le d de p vers le bas pour trouver la forme canonique. Et on va définir donc le LP carré qui est égal à d de p tau p. Ou bien le LP qui est égal à racine de d de p tau p. Donc, on arrive à cette solution donc classique de a exponentielle moins x sur lp plus b exponentielle x sur lp. Donc ça, c'est dans le cas d'un semi-conducteur de type N. Alors, pour déterminer le a et le b, on doit étudier les conditions en limite. Et là, on se retrouve avec des décisions à faire. Donc, si on prend le cas où x est égal à 0, donc la surface où je suis en train d'injecter, alors là, le p chapeau, il est égal à un certain p chapeau de 0. Alors attention, ici c'est x qui est égal à 0, ce n'est pas comme tout à l'heure l'instant t0, donc c'est un p0 chapeau, mais attention, ce n'est pas le même p0 chapeau. De toute façon, on est dans une autre étude. Et donc la même chose pour n dans le cas de type P. Maintenant, on va considérer aussi que dans cette première étude, que le semi-conducteur est infini, c'est-à-dire que les électrons peuvent bouger comme il semble et que ça peut aller jusqu'à l'infini. Donc c'est une façon simple de voir les choses et ce n'est pas et ça a un sens physique, c'est tout simplement un barreau qui est très grand, très lent. Donc un barreau de silicium par exemple qui est très lent, dans ce cas, on peut dire que sa dimension est infinie par rapport à ce qu'on étudie. Donc, si on prend donc le x qui tend vers l'infini, donc le p chapeau de x qui va tendre vers 0, alors c'est logique, les électrons ne vont pas pouvoir, ou bien les trous ne vont pas voyager infiniment. À un certain moment, cette perturbation va disparaître. C'est même intuitif. Donc, ceci implique que le b est égal à 0 et que le a est égal à p0 chapeau.
ce qui fait, ou bien n0 chapeau, donc pour le cas du type P, donc on aboutit à ces deux équations. Donc pour le type P, on a le n chapeau qui est égal à n0 chapeau et exponentielle moins x sur ln. Alors encore une fois, c'est une décroissance exponentielle, mais attention, cette fois-ci c'est en termes de x, en termes de coordonnées, c'est de l'espace ici, on parle d'une variation spatiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à cette surface ici, je suis à cette surface du semi-conducteur et je suis en train d'injecter de façon continue mes électrons. Donc je suis en train d'injecter tout le temps n0 chapeau. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y aura ces électrons qui vont disparaître petit à petit à l'intérieur du semi-conducteur jusqu'à ne plus apparaître. Donc, il y aura plus de perturbation après un certain moment. C'est une perturbation que je vais retrouver décroissante avec un exponentiel. Donc, ici, on trouve une certaine distance que l'on appelle ln. C'est ce qu'on appelle la distance de diffusion. Donc, c'est la longueur moyenne que va parcourir un électron avant de disparaître par effet de recombinaison-génération. Donc, si j'injecte ici un électron qui n'est pas traité par les phénomènes de génération-recombinaison de façon instantanée, c'est-à-dire si les phénomènes de génération-recombinaison instantanément ne le traitent pas et qu'il doit voyager, qu'il doit se déplacer, il sera diffusé au sein du semi-conducteur et il va disparaître après une distance moyenne ln. Donc, bien sûr, on parle de distance moyenne. Bien sûr, la vraie distance, elle est exponentielle et fonction de x. Donc, ln et lp, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est les distances moyennes que doit parcourir un porteur minoritaire excédentaire dans un semi-conducteur avant de disparaître par recombinaison. Elles sont dites les longueurs de diffusion des porteurs excédentaires. Donc ça, c'est leur nom, les longueurs de diffusion des porteurs excédentaires. Alors, attention, juste une remarque. Ici, on est en train de tracer P chapeau et N chapeau. Alors, à un certain moment, dans nos dérivés, par exemple ici, on avait transformé le P0 en P chapeau parce que le P0, le P en P chapeau, parce que le P0 il était constant, et donc on est en train de calculer le P chapeau de X. Donc tout au long de ces équations, c'est le P chapeau que l'on calcule. Donc ça, c'est la perturbation. Et d'ailleurs, elle s'annule. Justement, le P, la concentration des trous, elle ne s'annule pas. La concentration des trous, elle tend vers P0. C'est-à-dire, ici, on revient à l'équilibre, on revient à l'état d'équilibre. Donc, s'il faut dessiner le P chapeau, il suffit de rajouter une constante qui est le P0. Donc, le P, si on veut dessiner le P de X, il suffit de rajouter le P0. Et donc, on va décaler cette courbe-là vers le haut et cette courbe-là vers le haut. Et donc, on voit bien que la concentration des électrons, lorsqu'elle est excédentaire, va décroître et tendre vers N0. Bon, ça, c'est juste une remarque. Ça, c'est quelque chose de logique. Maintenant, si on prend un semi-conducteur de taille finie, W, et non pas de taille infinie. Donc, dans ce cas, on suppose que lorsque x est égal à w, le p chapeau de w est égal à 0. Et bien sûr, pour x est égal à 0, ça, le p chapeau est égal à p0 chapeau. Donc, rappelons les équations obtenues. Donc, c'est un a exponentielle moins x sur lp plus b exponentielle x sur lp. De même pour n. Et si on injecte ces conditions en limite, on obtiendra que le p chapeau, c'est un p0 sur sinus hyperbolique de w sur lp. Donc, ça, c'est une constante. S'il ne dépend pas de x. Sinus hyperbolique de w moins x sur lp. Donc, il suffit de remplacer ici, vous retrouverez de l'exponentiel plus exponentiel et vous jouez avec les formules pour trouver les sinus hyperboliques.
Donc ici je trace toutes ces. Alors autre cas, lorsque donc ici on a dit que le barreau est fini de taille W, mais attention, la question qui se pose c'est lorsque le W est plus petit que le ln et le ep. Alors dans ce cas, on peut faire un développement limité de cette équation et on aboutit à P chapeau qui est égal à P0 1 moins X sur W. Alors ici on est carrément dans le cas linéaire. Alors cette courbe ici fait un petit changement de variable et trace le X sur W, pas le X. Et elle permet de regrouper les trois cas. Donc le cas du W infini, donc ici on a l'exponentielle. Le cas du normal d'un W fini et le cas du W qui tend vers 0, le W qui est très petit. Alors ce cas il est valable, il est très utile pour ce qu'on appelle les diodes courtes. Alors aujourd'hui avec la miniaturisation de tout, alors les circuits qui deviennent de plus en plus petits et donc tous les besoins de rendre tout encore plus petit, on se retrouve avec justement ce qu'on appelle des diodes courtes, avec dans la taille est beaucoup plus petite que la distance de diffusion. Donc, toujours dans les équations de continuité, alors donc on a dérivé l'équation de variation de la densité. Donc, il y a les dn sur dt et dp sur dt, la variation de la concentration des porteurs. Mais on a aussi, alors il ne faut pas oublier qu'on a la loi de Gauss, qui est le divergent du champ, qui est égal à la charge sur epsilon. Et bien sûr, epsilon, c'est la permittivité du semi-conducteur, elle est égale à la permittivité relative multipliée par la permittivité absolue. Et la charge, la densité de charge, le ρ, c'est tout ce qui est chargé au sein du semi-conducteur. Donc, elle se calcule en tenant compte de toutes les charges qui existent. Alors, les charges qui existent, c'est quoi? C'est les électrons libres, donc parce qu'ils contiennent une charge positive, négative, les trous, parce qu'ils contiennent une charge positive, et il ne faut pas oublier les ions, donc les Na et Nd. Si vous vous rappelez, on avait dit que lorsque un atome de phosphore, par exemple, libère l'électron, on garde un phosphore plus. Donc ça aussi, c'est une charge qu'il ne faut pas négliger. Donc ici, on met toutes les charges qu'il y a dans un semi-conducteur. Bien sûr, alors dans le cas unidimensionnel qu'on étudie, on a le champ, la dérivée du champ qui est égale à ρx sur epsilon. Donc ça, on peut l'injecter dans l'équation de continuité pour avoir ça en fonction de la charge. On a aussi le champ qui est égal à moins gradient du potentiel. Donc ça, c'est aussi donc la loi de Poisson et la loi de Gauss. Si on la ramène à la loi de Poisson, donc on a le divergent du potentiel qui est égal à ρ sur epsilon. Donc pour le cas unidimensionnel, c'est la dérivée seconde du potentiel qui est égale moins ρ sur epsilon. Bien, donc bilan global, de quoi on a besoin pour mener toutes les études qu'on va avoir par la suite. Donc ça c'est le sac d'outils, le sac à outils qu'on va utiliser. Donc on a les équations de continuité. Donc la variation de la concentration qui est égale à moins 1 sur Q, la variation du courant moins U, le taux de recombinaison. Alors bien sûr ici, U, on va rester donc dans le taux net de recombinaison des cas piège efficace. Alors c'est un cas simple qui permet facilement d'aboutir. Et on a la formule des courants. De l'autre côté, on a la relation d'électrostatique et on a la relation de Gauss. Et il ne faut pas oublier la fameuse relation d'Einstein qui lie le dn au mu n et le dp au mu p et qui lie tout ça à la tension élémentaire.